Okay, folks, we're about to get started. But before we Bien, do, I alors just nous want allons to reprendre, mais let avant you de ce guys faire, in on je vous something personal, just rappelle between me and you. Um, que, enfin, I je vais think vous I dire quelque regret chose doing this de, MC job, honestly. Like, I was just de not expecting personnel. the caliber of speakers that were going to be here this morning and the caliber of the Je speakers regrette that we have d'être right now. le So, maître de thank you so much. We cérémonie really parce appreciate it. And a round que of applause for being a je ne great m'attendais audience. pas à avoir le calibre de conférencier que nous avons et j'aurais bien voulu Our next écouter. leadership session asks an important question. Notre If we build it, prochaine will question become. se centre To sur le lead this leadership et il conversation, pose une please join question me in welcoming importante. our moderator, Si Dr. on le Ed développe, Brown, that will adhéreront-ils? definitely come Nous from a allons company donc called AI in the title. accueillir notre animateur Ed Brown, qui vous dit que tant Thanks, qu'il est question AI. d'IA, ils adhéreront. Merci. Great. So hi everybody, Alors, and good morning. It's bonjour, nice to bienvenue. see all of you and to see Très all heureux de my vous old friends. retrouver, de retrouver mes I'm anciens actually glad you amis. haven't given up yet. Très So heureux que vous thanks n'ayez pas all for coming. renoncé, que vous ne soyez pas sorti. I hope you're enjoying the Alors, conference j'espère que and vous profitez bien get to de see this cette beautiful city. conférence et que vous avez l'occasion de I just visiter wish la I could see magnifique under all ville de that snow. Québec. Je voudrais bien We'll voir see how that sous goes. cette I'm going to couverture introduce de this panel in neige. just a second. But you Alors, may have nous noticed allons we're céder la actually quite parole a à nos large panélistes dans panel. un instant. Vous avez peut-être I constaté think Ed que went nous through avons the de nombreux we should win the panélistes. prize for the biggest panel, the On Oscar devrait remporter le mega prix du panel, if plus you grand will. nombre de And I think we actually panélistes. need all these big brains Mais on a because, besoin de ces as you grands heard this cerveaux, morning, car comme vous we l'avez have some entendu ce enormous matin, challenges in our nous healthcare avons system to try to d'énormes address. We've défis started to hear dans some notre système de soins de solutions santé. On a commencé à entendre maybe this parler morning, and they're promising. de But solutions qui you know, sont health professionals prometteuses, across mais les Canada professionnels de la are santé de partout au basically still Canada burning out in record number. They're overwhelmed with sont surmenés. administrative burden, and as Ils it sont turns out, surchargés you know, the digital de questions internet administratives et il se is trouve que le a domaine cause, numérique probably the major cause est of this sort of burnout. la cause principale de ce The challenge surmenage. really is we Le push défi towards greater interoperability and data est donc sharing. d'avoir une plus grande We can help interopérabilité, plus solve grand this partage de données problem, qui puisse or we can permettre de help solve it résoudre ce even problème worse. And that's plutôt really que what de the le title of laisser this empirer, presentation is about. comme To vous le build it, voyez and they dans le simply won't titre. use it. Offrir des solutions efficaces pour assurer l'adhésion And the des reason you've cliniciens. heard it again, and I'm going to Alors, just repeat it, on l'a is because répété making tant et data plus, shareable without rendre addressing les the other données critical barriers is just not enough. disponibles For sans frontline clinicians, parler des it's not just obstacles, about the data, c'est insuffisant. Il n'est pas it's about seulement how they question de données, access that il est data, question it's how they d'accès interact with aux the rest of the données, il healthcare est question system, d'interaction all avec that le workflow. reste And unless du the système de workflow will santé. work Tant for que le flux de providers, we travail won't be able ne to fonctionnera pas participate pour les effectively or prestataires find de enough soins, value to ils ne participate. trouveront pas suffisamment All de of our great valeur technical and dans le policy work système pour and y all the work that you're participer. doing Et toutes will be les for nothing. questions Right politiques now, auxquelles caregiving vous physicians œuvrez stand seront out pour as des prunes. particularly Alors, les frustrated. prestataires You de heard a little soins de bit santé from Rashad this morning primaires about sont les the plus frustrés. interoperability Rachad, ce matin, panel, vous a parlé du which panel let it rip, d'interopérabilité basically, and they told us qui there's a a bien lot of different expliqué apps they have to qu'il use y that are a beaucoup integrated. d'applis à There's utiliser, elles ne manual sont pas processes intégrées, to il y a des digital. processus They have to be manuels qui devraient signing all être the time. They call it numérisés. colitis into Ils different doivent portals. constamment There's a ouvrir des fax sessions sur machine always divers humming in the back portails. room, Il y a and toujours they le have less than télécopieur en ideal arrière-plan EMR et workflow with le limited flux de travail integration. DSE The est result très is a chaotic peu array intégré. of Vous avez donc manual digital un processes that magma must be followed confus to find de information procédures and to numériques organize et simple patient manuelles care. simplement pour organiser des It's soins of course not quotidiens. just a physician Alors problem évidemment, ce across n'est the pas qu'un country. problème qui touche les médecins Six and a partout au half pays. million, actually, 6 millions et demi. Elizabeth Et this d'ailleurs, morning Elisabeth, ce said that there were matin, 5.5 million disait il y a 5 millions et demi people who did not have a de primary care personnes qui n'ont doctor. pas So de I prestataire said de soins six and a primaires. half. So Moi, j'ai dit between 6 millions her et demi, speech donc and mine, entre son discours et 100 le million mien, Canadians 1 obviously million de Canadiens de don't have plus a primary care se sont provider. retrouvés sans prestataire de soins And primaires. at the same time, Au même meanwhile, moment, les Canadians Canadiens providers are basically retiring ou les earlier prestataires or prennent leur retraite just plus finding another job. précocement ou And trouvent un it's autre kind of emploi. sad. Et So we c'est need to figure triste. this out. Alors nous devons We need trouver to une solution. do our work. We need to Nous implement devons interoperability in a way that avoir actually adds une value to the interopérabilité clinician, qui reduces their ajoute burden. de la valeur, That's why we réduise need all la these charge big administrative. brains C'est in la the raison room pour laquelle today to on tell a us besoin de ces about grands that. cerveaux qui nous en So I'm going to parleront. introduce them to you. Alors, There's je vais vous les right présenter. here to my Je left commence à is ma gauche Dr. par Mohammed Dr Al-Arakia. Mohamed He's a practicing family Al-Rakia, physician and the qui est médecin de CEO of famille Amplify et Care.
le PDG d'Amplify Care, qui aide les prestataires de partout au Canada. Il a beaucoup d'expérience dans l'amélioration des flux des tâches et la réduction des tâches administratives au profit des patients. À ses côtés, Burinder Narang, qui est président désigné de BC Family Doctors, responsable du caucus des soins numériques. Il a beaucoup d'expérience avec les médecins qui travaillent très étroitement avec les médecins pour améliorer l'expérience numérique. Entre ces deux hommes, vous avez Dr. Payal Agarwal, qui est médecin de famille, chef de file chevronné de la santé numérique et responsable provincial des soins numériques en Ontario. Dans le cadre de ses fonctions, elle est devenue la nouvelle tsar ou leader clinique du programme Patients avant le papier de l'Ontario qui vise à réformer l'expérience numérique des patients. Tout à ma gauche, Namir Jamia, qui est le PDG, chef de l'exploitation de Well Health, donc Amir Javidan, qui s'intéresse surtout aux applications cliniques. Et à ses côtés, Namir Dalmia, qui est associé chez Deloitte, IA et données. Il aide les entreprises et les gouvernements à résoudre ces problèmes. Alors voilà votre panel pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas commencer par demander à chacun d'entre eux une question toute simple, puis nous passerons à une conversation plus étoffée. La première question et le gagnant est Mohamed. Alors, comme je le disais, vous avez beaucoup d'expérience dans le travail avec les médecins de première ligne et d'autres prestataires du Canada, en les aidant à mettre en œuvre des programmes provinciaux. Nous aimerions entendre toutes les facettes, bonnes ou mauvaises, de ce que vous avez appris, quelques leçons que l'on pourrait donner sur l'adoption, l'adhésion par les prestataires. Très bien. Alors, je voulais commencer par faire fond sur la conversation depuis plus tôt aujourd'hui. On doit avoir un système de santé centré sur le patient. Pour avoir un système de santé centré sur le patient doit être à la table, invité à la conversation, mais les cliniciens doivent faire appel à la technologie dans cet élan. Si les cliniciens ne se servent pas de choses comme l'aide à la décision, les patients ne vont pas en profiter. Voilà l'importance d'inviter les cliniciens à la table et de les encourager à se servir de cette technologie. Il y a une décennie, lorsqu'on a commencé à travailler à la gestion du changement, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est important à l'adoption clinique? Il faut remporter le cœur, l'esprit, le portefeuille, la montre et parfois l'estomac des cliniciens. Donner de la nourriture à quelqu'un, ce n'est jamais une mauvaise idée si vous voulez qu'ils adoptent quelque chose. Tandis que je réfléchis à la décennie écoulée, ces choses sont toujours vraies. Mais ce qui est encore plus vrai, à mon avis, c'est bien plus que le portefeuille, c'est plutôt la montre. Le temps est une ressource importante. Les cliniciens n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont toujours un patient en attente. Ils ont toujours une autre tâche qui attend. Ils ont toujours autre chose à faire. Alors, comment aider les cliniciens à faire appel à cette technologie pour mieux gérer leur temps? Alors, oui, nous devons faire des choses comme se servir des transcripteurs par IA, les données, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, on demande à un médecin de cliquer sur un bouton de plus dans l'aide à la décision, passer quelques instants supplémentaires. Est-ce que le docteur le fera? Est-ce qu'il voudra se servir de son expertise pour aider le patient ou passer au prochain patient qui l'attend? Est-ce qu'il va passer du temps à consulter l'aide à la décision? Dans l'ensemble, les patients ne vont pas cliquer, ils vont aller voir le prochain patient. Et donc, lorsque les médecins posent des questions, ce n'est pas sur les outils, mais plutôt sur le flux des tâches et des données. Si on les aide à comprendre que c'est ainsi qu'on va faciliter la documentation, ils sont beaucoup plus susceptibles d'adopter. Avec l'IA, on va avoir davantage de transformation et de changement dans le travail à faire. Ce sera perturbateur. Si vous avez l'IA, une IA qui offre un meilleur diagnostic et qui est plus empathique que le médecin, comme beaucoup d'études l'ont prouvé, pourquoi a-t-on besoin de médecins? Alors, quel est le rôle de l'IA? Et comment peut-on aider le médecin à définir l'avenir du travail?
Et la majorité des cliniciens exercent dans le présent. Quel est le problème d'aujourd'hui? Alors, il faut vraiment les mobiliser. Et Richard en a parlé. À quoi ressemble le futur et comment peut-on leur demander de nous aider de façonner cet avenir et ces outils pour voir les choses autrement? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un outil d'accueil qui vous épargne du temps pour que vous puissiez ensuite vous pencher sur l'outil d'aide à la décision? Donc, c'est important de travailler avec les cliniciens. Une des choses qu'on observe dans la littérature sur la gestion du changement, c'est que l'élément humain est encore plus important en santé que dans le passé. Alors, il faut se concentrer sur l'aspect humain. Et il y a aussi une crainte des humains à l'effet que l'IA va être meilleure qu'eux, va les remplacer. Je ne saurais pas comment m'en servir, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Alors, nous devons travailler étroitement avec les cliniciens pour comprendre ces craintes avant de les déployer dans le terrain. Je pense qu'on le fait, entre autres grâce au travail qui se fait sur le transcripteur plus. On mobilise les patients et les cliniciens aux diverses tables et ça le permet. C'est vraiment très intéressant. J'ai une question pour vous alors. Vous avez soulevé un mot que j'entends pas très souvent dans les programmes d'adoption, le temps. Le temps et la valeur. J'ai jamais entendu quiconque programmer quelque chose par rapport au temps. Est-ce qu'on s'est mal pris? Tous les programmes de gestion de changement, etc., est-ce qu'on a perdu notre temps ou est-ce qu'on trouve quelque chose qui fonctionne? Tout ce qu'on doit mettre en œuvre, il faut penser à l'aspect temps. Je dis à mon équipe, on n'est pas en train de déployer quoi que ce soit à moins qu'il y ait une économie sur le plan du temps. Alors, si vous déployez quelque chose pour un clinicien qui est déjà occupé, et j'ai mentionné cet exemple, est-ce que vous allez avoir un outil d'accueil qui tient compte de l'historique du patient? Donc, tout est déjà là. Le clinicien dispose déjà de tout ça. Et si vous voulez du soutien à la prise de décision, là, vous pouvez le faire. Là, il y a une économie de temps. Parce que les cliniciens sont en burn-out. Ils passent trop de temps en clinique et ensuite après les heures de travail. Donc, je pense que c'est une barre critique, je pense, qu'il faut respecter avant de regarder du côté de l'adoption de quoi que ce soit. Alors, Barinder, par rapport à votre expérience en Colombie-Britannique, vous avez travaillé selon un format unique, un partenariat officiel entre les médecins de la Colombie-Britannique et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Pouvez-vous nous parler un peu de tout cela et de ce que cela représente? Tout à fait. Voilà, mon micro fonctionne. Je raconte à tout le monde que je ne sais pas trop quoi dire aujourd'hui, parce qu'il y a le théorique et ensuite il y a le pratique. Alors, on va en parler sur le plan théorique et ce qui a été mis en œuvre et ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense qu'il est important d'en parler. Alors, tandis que nous avons suivi notre parcours de transformation numérique en Colombie-Britannique, eh bien, on s'est posé la question, exactement celle dont il est question. Comment savoir que ce que l'on fait répond aux besoins des médecins et comment, sur le plan stratégique, s'y prendre? On est passé par un processus d'appel d'offres pour un programme de transformation numérique. Il y a eu 300 points de contact avec les médecins de la Colombie-Britannique, différentes séances, des sondages, des réunions, etc. Et tout cela aide à bâtir la confiance parce qu'il n'y a que quelques individus qui vont prendre part au type de conversation directement avec le gouvernement ou les autorités de la santé qui travaillent avec le gouvernement, parce que c'est eux qui font la gestion des fournisseurs et qui établissent les stratégies, par exemple. Alors, lorsqu'on pense au travail que l'on fait avec les médecins, il y a quelques priorités qui sont en compétition les unes avec les autres. La question de l'autonomie, la responsabilité et ce qu'on appelle agency, l'élan. Alors, si vous regardez les communautés où la majorité des contacts avec les patients se passent avec les systèmes, eh bien là, vous travaillez avec beaucoup de petits propriétaires d'entreprises, par exemple, qui ont l'habitude de travailler de façon autonome. Et de convaincre le gouvernement de comprendre les choses, ce n'est pas toujours facile. Si vous arrivez avec vos gros sabots, voici le programme, voici comment vous allez vous y prendre, voici comment vous allez changer, et voici le temps qu'on va vous accorder, eh bien, vous n'allez que faire face à la résistance et tout cela va être politisé. Ça ne va pas bien se passer.
et le gouvernement va rebrousser chemin ou en tout cas agir de façon encore plus forte. Tout cela prend du temps. Comment bâtir la confiance? Comment bâtir la confiance? Ça passe par la communication. Comment bien communiquer? C'est que vous écoutez. Vous écoutez ce que les gens ont à dire. Alors, ce sont des concepts très simples à comprendre, mais qui sont pourtant très difficiles à déployer. Ça s'est très bien passé. Nous avons bâti notre structure de gouvernance organisationnelle pour ces stratégies en santé numérique, etc. Nous avons établi des partenariats extraordinaires. On a appris beaucoup de choses de Michael et Shannon, qui sont dans la salle aujourd'hui, parmi nous d'ailleurs, soit dit en passant. Et lorsque le gouvernement vit des crises, les gens ont tendance, les gens retournent à leur position de compartimentalisation. Alors, en Colombie-Britannique, il y a eu des problèmes fiscaux, le ministère de la Santé, nouveau ministre, nouveau sous-ministre, sous-ministre adjoint, beaucoup d'anarchie, si on veut, en tout cas de choses qui ont bougé. Et ce ne sont pas des experts en la matière, loin de là. Alors, vous tentez d'éduquer tout en tissant des liens de confiance. Le problème, c'est qu'ils retombent dans la position de défaut, c'est-à-dire de ne pas transiger avec les médecins. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils érodent la confiance que nous avons bâtie sur les 3 à 4, 5 dernières années. Et pour ceux qui ne le savent pas, nos programmes numériques ont été mis sur pause, tandis que le gouvernement les révise. C'est un exercice futile parce qu'il demande à des gens de passer en revue tout ce travail et eux-mêmes ne sont pas des experts en la matière. Alors voilà. Bon, Brinder, donc il y a 6 mois, durant la belle époque de la collaboration, avant que le tout ne s'effondre, pour vous, qu'alliez-vous faire avec le gouvernement? Vous alliez co-concevoir, eux allaient payer certaines choses, il allait avoir la gestion de changement. Quelle était l'intention? Je pense que c'était un peu tout ce que vous avez mentionné. De notre point de vue, il y a quelques médecins qui ont la chance d'être dans certaines positions. Quel est le but de tout ce que l'on fait? Et on en parlait. Est-ce qu'on parle de stratégie? On parle de tout ce qui est opérationnel? On parle de mesures de succès? De quoi s'agit-il? Et pour que nous soyons confiants que l'on représente bien nos pairs, c'est toujours très important de s'en souvenir. Peu importe à quelle réunion je vais, il faut que je reflète bien ce que pense la profession, mon organisation. Avons-nous une structure selon laquelle il est possible de bâtir la confiance et la confiance en ce que nous faisons, que ce que nous faisons est la bonne chose à faire? Il y a un spécialiste, un rhumatologue en pédiatrie et une autre personne qui faisait partie du comité, le comité en faveur du programme. Et nous étions très mal à l'aise par rapport à certaines questions à laquelle il fallait répondre. Bon, ce n'est que mon expérience, comment m'assurer de bien représenter les gens. Alors, il y avait des comités conseils cliniques. On se penchait sur nos organisations partenaires et on tentait de bâtir un genre de consensus pour nous assurer de faire la bonne chose et que le tout soit défendable, entre guillemets, si jamais ça ne se passait très bien. Merci beaucoup. Alors, Payal, à vous. Vous venez d'être embauché comme chef clinique pour le programme Patients avant la paperasse en Ontario, un programme ambitieux pour améliorer le flux de travail et les échanges d'informations entre les fournisseurs, les cliniciens, les patients, etc. Oui, je suis très heureuse d'être ici pour partager avec vous des aspects de l'initiative. Alors, ça fait 2 ans là, que l'initiative a été lancée afin de réduire l'utilisation du télécopière et tout en simultanant aussi le fardeau administratif et d'améliorer les soins aux patients, bien entendu. Alors, comment nous nous y prenons? Nous nous concentrons sur 4 flux de travail en soins primaires et qui contribuent au fardeau administratif, on le sait, et aussi au volume de fax et qui posent des risques en termes de sécurité pour le patient. Différents flux basés sur les télécopières et beaucoup d'autres activités basées sur les documents et les ordonnances. Donc, nous adoptons une approche plus large pour comprendre comment il est possible de changer ces flux de travail et les orienter vers le numérique et qui réduit le fardeau administratif et qui améliore de loin l'expérience du patient. Ce qui est critique à propos de ce programme, nous avons entendu parler auparavant et tout au long de la journée que, bon, il n'est pas donné que la numérisation réduit le fardeau administratif. En fait, souvent, ça accentue le problème. Donc, il est important, si les indicateurs de performance clés
ne sont pas les bons, bon, il y a les effets réducteurs et les effets de réduction du fardeau administratif. À chaque étape que nous franchissons, nous regardons les deux indicateurs de performance clés pour nous assurer que nous mettons en œuvre les outils de telle façon à respecter ces deux éléments, ces deux résultats escomptés. Je pense qu'avec ce programme, quant au fondement, nous avons procédé de façon différente pour revenir à certains des sujets qui ont été abordés aujourd'hui, comment bâtir des outils qui fonctionnent pour les patients et les cliniciens. Tout d'abord, oui, la paperasserie représente une grosse partie du problème et voilà pourquoi nous voulons créer ces outils. Alors, Ontario Health, c'est un membre de l'exécutif qui s'occupe des soins primaires, qui est à la tête de tout cela, de la santé mentale également et les soins intégrés. Donc, d'avoir ou de s'assurer que nous, oui, nous bâtissons des outils, mais pas pour la beauté de la chose ou la beauté du geste, mais du point de vue du gouvernement, de disposer des outils, travailler vraiment étroitement avec les personnes qui veulent vraiment travailler sur cette transformation. Nous avons une équipe conseil qui se rencontre tous les mois pour faire le suivi. Et c'est un mélange très intéressant, des chercheurs brillants et des personnes qui sont vraiment à la fine pointe de ce qui se passe dans le domaine, et aussi les personnes qui sont sur le terrain et qui travaillent sur le plan de la transformation, sur un plan concret. Donc, ça nous donne une orientation avec des balises très concrètes. Et aussi, il y a un commentaire qui a été fait à partir du public. On ne se penche pas sur la numérisation pour la beauté du geste. On veut qu'il y ait une transformation dans les soins suite à ces changements numériques. C'est important pour en arriver au résultat pour les patients et les cliniciens. Avec les recommandations, si à la fin de 3 ans, on a pris un processus de télécopieur et on l'a changé en processus numérique, on n'aura pas accompli grand-chose, n'est-ce pas? Alors, ce que nous avons fait, c'est associer l'adoption d'un outil numérique recommandations avec deux éléments très importants associés à la transformation. Tout d'abord, l'adoption des formulaires standardisés. Nous avons 16 formulaires standardisés et à la fin de l'année, on a recouvert la majorité des recommandations. Cette standardisation rend les choses beaucoup plus faciles pour déplacer les patients ainsi que les recommandations afin que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, un accès rapide et réduire aussi un fardeau administratif quand même considérable dans les soins primaires. Autre élément, c'est la question de ce qu'on appelle le intake central, l'accueil central. C'est le mécanisme qui amène à la réduction du fardeau dans les soins primaires. Donc, on parle d'une collaboration avec un outil numérique et la transformation des soins. Et c'est ensemble que nous allons réduire le fardeau administratif et améliorer l'accès et l'expérience pour les patients. Et finalement, parmi tous ces outils, un peu de changement pour quiconque qui a travaillé en silo pour le gouvernement. On n'offre pas de formation pour les laboratoires recommandations compétences distinctes. On parle d'une série d'outils, une approche partagée à la gestion de changement et une approche de l'évaluation par rapport aux 3 outils, parce que vous devez utiliser les 3 outils tous les jours, dans toutes les circonstances. Et on cherche à rationaliser les points communs, le partage des données de tous ces outils aussi pour réduire davantage le fameux fardeau. J'ai une question pour vous. Vous avez dressé une liste de beaucoup de produits très dynamiques. Vous êtes là depuis quelque temps. Je me demande quel était l'obstacle le plus important, je ne sais pas moi, quand vous êtes à votre bureau. Qu'est-ce que c'est le plus gros obstacle? La chose que vous devez absolument aborder, attaquer en premier lieu pour que tout cela fonctionne. Excellente question. On est allé parler à des médecins de famille pour bien comprendre, évaluer leur flux de travail. Alors, la question des recommandations, oui, ça, c'est quand même un fardeau. Des recommandations rejetées. De nos jours, c'est une recommandation est rejetée 4 à 10 fois et à chaque fois, il faut reformuler cela, le renvoyer et en faire le suivi. L'autre élément, l'échange des documents. En Ontario, il y a beaucoup de fardeaux par rapport à l'information et les échanges avec les soins primaires et d'autres secteurs. Donc, certains des obstacles les plus importants. Alors, les recommandations, on a abordé les questions techniques, mais on aimerait aller de l'avant en nous assurant d'avoir une masse critique de spécialistes, parce que les recommandations n'ont pas de valeur aux soins primaires, à moins que ceux qui peuvent les réceptionner soient là, existent. Donc, notre stratégie va se concentrer au fil des 6 prochains mois d'obtenir la masse critique. Amir, vous êtes le visionnaire
numérique de Well Health, un des fournisseurs de DME dans le pays. Et vous êtes, à titre personnel, un innovateur dans les solutions IA en particulier, ou plus précisément. Alors, comment les choses vont se dérouler avec les dossiers donc médico-électroniques? Si vous regardez un peu l'histoire des DME, les DME sont cet outil qui existe entre le médecin et le médecin qui veut exécuter sa tâche. Beaucoup d'entrées de données sont nécessaires, c'est très chronophage, mais il n'y a pas beaucoup de valeur qu'on puisse tirer du système, en fait. Et je pense que ce qui est enthousiasmant par rapport à l'avenir, c'est que l'intelligence artificielle peut changer l'équation de façon dramatique en termes de sa capacité à synthétiser les données qui sont là, euh, euh, de soutirer des perspectives, automatiser certaines mesures et des gestes et automatiser certains gestes pour les médecins. Ce que je pense que nous allons voir à l'avenir, il va y avoir ce changement de dynamique où le DME, mais je parle aussi des autres outils complémentaires qui sont intégrés ou qui peuvent être augmentés avec des capacités améliorées. Mais la série d'outils dont se servent les médecins, de les faire changer, ces outils peuvent agir comme membres à part entière de l'équipe qui aident à exécuter les tâches. Et donc, de part et d'autre. Et si vous pensez à cet état à venir, c'est assez enthousiasmant. À quel point ces outils peuvent-ils agir comme multiplicateurs? Peuvent-ils aider les médecins pour le système de soins de santé, l'accès aux soins, etc. Alors, ce sont les éléments auxquels nous pensons et qui nous enthousiasment très fort. Et si vous pensez à toutes ces possibilités, alors on en est aux étapes de balbutiement ou en tout cas précoces. Bon, les transcripteurs ont certainement aidé de mettre vraiment les capacités IA entre les mains des médecins. Mais où allons-nous à partir d'ici? Il y a un potentiel vraiment incroyable. Soutien en termes de prise de décision et j'en passe. Mais voilà comment nous entrevoyons l'avenir avec ces DME. Nous pensons que l'avenir sera très différent lorsqu'on pense à ce qu'il est possible que ces outils fassent pour ces fournisseurs. J'entends les gens dire que les DME sont des solutions numériques, mais qui sont utilisées de façon manuelle, hein. J'entends beaucoup dire cela. Et je pense que ce que vous dites, et je pose une question, est-ce qu'il va y avoir une transformation radicale par rapport à ce que sont les DME et leurs fonctions? Oui, tout à fait. On passe d'un système de dossier passif à quelque chose qui est vivant et qui fait partie de la prestation de santé. Et alors, à quoi cela ressemble-t-il? Une des dynamiques intéressantes, et je ne regarde pas qu'à travers le point de vue de fournisseur, mais comme Payal l'a mentionné, qu'est-ce qui se passe dans le monde des patients? Et les patients, aujourd'hui, bon, le paysage, entre guillemets, est très différent. Ils ont une porte numérique et d'autres outils où il est possible pour eux de se poser la question, est-ce que je devrais m'inquiéter de ceci ou de cela? Et c'est le premier endroit où aller. On le fait tous, on sait tous que l'on tire parti de ce genre de possibilités. Euh, les patients ont entre leurs mains accès à de la superintelligence. Alors, il y a les médecins en chair et en os, l'être humain qui est censé faire preuve d'empathie, de compassion, etc. Le côté humain et l'autre côté. Bon, la scission entre ces deux mondes augmente. Le pouvoir et l'accès instantané à la technologie existe, elle est là, mais comment rassembler cet écart? Bon, les fournisseurs, ils ont un rôle à jouer et aussi, il faut comparer cela ou mesurer cela par rapport aux possibilités technologiques entre les mains des patients. Bon, Araj, en tant que partenaire Deloitte en données et en intelligence artificielle, wow, vous avez voyagé de par le monde. J'aimerais bien avoir vos points de voyage. Et vous avez tiré parti de l'IA pour améliorer la prestation des soins et permis aux fournisseurs de première ligne de participer de façon efficace. Pouvez-vous nous parler de programmes prometteurs ou en tout cas d'expériences prometteuses que vous avez vécues? Oui, tout à fait. On voit une pléthore d'usages de l'IA et toutes sortes de programmes qui sont déployés, mis en œuvre. Et il y a un peu cette peur de rater le coche, là, de manquer l'opportunité. Mais je vais vous parler de ce qui est nécessaire pour que le tout soit couronné de succès. Tout ce qui passe d'opération à l'amélioration de flux de travail et tout ce qui est travail administratif
La plupart des flux mûrs se trouvent dans ce domaine-là en ce moment. Faciliter ou éliminer le processus manuel qui existe ou pour numériser les activités et convertir des dossiers manuels ou des dossiers télécopiés dans le monde numérique. Et on voit des applications intéressantes du côté clinique également. Nous connaissons bien la radiologie et il y a beaucoup de recherches qui se fait de ce côté-là, mais cela s'étend ailleurs, dans la pathologie, par exemple, et même en oncologie. Alors, je pense qu'on va voir beaucoup plus de choses du côté traitement et diagnostic au fur et à mesure que les réglementations deviennent plus claires. Mais pour raconter les choses de façon plus précise, nous sommes au courant de ce qui se passe dans le domaine de la transcription et la numérisation des dossiers médicaux et également ce qui se fait du côté finances et ressources humaines où l'intelligence artificielle donne des résultats. Mais plus récemment, j'ai eu l'opportunité de voir comment l'intelligence artificielle peut se pencher sur les changements systémiques pour passer davantage du côté prévention et bien-être. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se faire de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que quelque chose arrive. Il a fallu que quelque chose arrive pour en arriver à ce changement. C'est de tirer parti de toutes ces données semi-structurées qui viennent des patients, et pas que des DME, qui nous expliquent que les informations sont cruciales. Quand on a une vue d'ensemble, une telle vue d'un patient, que les interventions précoces peuvent être mises en application pour en arriver à un bien-être plus complet. On peut même réduire les séjours au sein des hôpitaux, etc. Cela va se passer et va se passer plus rapidement que ce que l'on imaginait. Et on le voit dans certaines juridictions déjà, où la réglementation est plus claire par rapport à toutes ces questions. Et c'est ce dont nous avons besoin chez nous et dans nos propres juridictions également. Quelques points que j'aimerais bien formuler, si vous me permettez de le faire. Je pense qu'on est très, très bon pour ce qui est de trouver des solutions avec l'intelligence artificielle, mais on n'est pas très bon pour ce qui est d'ajouter de la valeur. Et il faut s'y rendre. Ce n'est pas ce qui est quantitatif, mais il faut des équations mathématiques quantifiables pour quantifier où la valeur a été transmise et communiquer ça de façon efficace afin que cette confiance dont Barinder a parlé peut être ressentie. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, cliniciens, vous, infirmières autorisées, praticiennes? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les patients-patientes ou directeurs de tel programme? Il faut mesurer et communiquer la valeur de façon plus efficace et y penser dès le départ. Il y a des indicateurs de performance clés qui étaient très importants pour Payal, comme elle l'a dit. Autre chose qui a été mentionnée, le changement dans les DME. Une étude a été menée à MIT pour savoir combien de temps ça prend pour une solution numérique en arriver à un niveau de productivité. Je vous mets au défi de deviner. Ce sont sur des années, 10 à 15 ans en moyenne. Et ce n'est pas la faute des DME, mais comment on déroule ces solutions numériques, DME et autres, parce que c'est les mêmes processus, les mêmes flux de travail et on les place dans les nouveaux DME, les nouveaux DSE et tout ce que vous voudrez. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a davantage de travail manuel, davantage de courriels dans les boîtes de réception et tout ce que vous voudrez. Et vous savez, avec les statistiques, 97 des données dans le domaine des santé n'est pas utilisé. Donc, nous devons repenser pour l'IA et les autres types de solutions, comment on change ces flux de travail entièrement quand on arrive à la mise en œuvre de ces solutions numériques. C'est ce qu'on voit qui se passe à l'extérieur du Canada. Ces mises en œuvre de technologies ne commencent pas avec les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la solution technologique. Ça commence avec les exigences du processus d'affaires et les flux de travail. Quels sont les changements nécessaires pour que la valeur soit extirpée, soit soutirée? Voilà, c'est ce qui va faire que ces solutions IA seront couronnées de succès. J'ai une question pour vous. Quelle juridiction a le mieux mis en œuvre tout cela et avez-vous leur numéro de téléphone? Bon, je peux peut-être vous donner plusieurs exemples. Ah, vous trichez. Oui, oui, je triche. Je triche. Je m'assume.
L'Irlande est très, très bon sur le plan de tout ce qui est clinique. On va embarquer les cliniciens et on va leur demander ce qui serait bénéfique pour eux. Alors, la radiologie, et ils ont mis en application l'IA et maintenant du côté radiologie, pathologie et autres. Alors, eux, je dirais le Moyen-Orient aussi, ça se passe plutôt bien avec rassembler les patients, les données des patients pour avoir une perspective de 360 degrés vraiment de chaque patient. Et il y a des données descendantes avec la mentalité on va agir qui permet de réduire les goulots d'étranglement. Et je dirais que du côté de Nouvelle-Zélande, eux ont fait du beau travail pour ce qui est la façon de livrer les soins et aussi d'avoir un modèle qui a du sens pour la prestation des soins, mais de façon différente. Ils ont appliqué l'IA dans ce contexte vraiment plutôt bien, très bien, je dirais même. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir la séance, si vous voulez, et on espère pouvoir prendre des questions à partir de l'auditoire. Je vais vous poser la question à 1 million de dollars. Et je veux qu'on aille dans le très concret, le très réel, là, si vous me permettez. Quelle est la politique, la conception, peu importe, la chose la plus importante à faire maintenant pour faire avancer les choses, pour réduire le fardeau administratif, aider les cliniciens, et à qui revient-il de faire cette chose qui est la plus importante à faire? Question facile, n'est-ce pas? Bon, Mohamed a l'air de vouloir... Bon, je pense que c'est votre travail parce que, attendez, les cliniciens croient en l'interopérabilité, mais on ne rend pas la chose possible. Ils doivent se brancher dans plusieurs systèmes avec des outils différents. Inforoute a travaillé avec les partenaires de l'industrie, avec le gouvernement fédéral et avec les provinces et les territoires pour se pencher sur un genre de charte industrielle où il y aurait une clause sur une interopérabilité sans heurts ou transparente. Il y a Halo, il y a un cadre Halo, hein, n'est-ce pas? Et je sais que ça vous tient à cœur, mais il faut que ce soit concret, comme vraiment concret. Il faut accélérer le déploiement de cela. Les cliniciens doivent faire le tout à partir de là et les données dont ils ont besoin se trouvent là, à cet endroit unique. On a fait du progrès, mais je pense qu'on peut en faire davantage et on peut apprendre les uns des autres. Et je pense qu'il nous faut aller plus rapidement. Et les cliniciens sont en train de vivre des épuisements professionnels. Et si on peut mettre en œuvre Halo, eh bien, voilà, on va pouvoir maintenir nos cliniciens en poste plus longtemps. Une question sur la responsabilité, si vous me permettez. Alors, d'encadrer les choses de telle façon fait partie du problème. On s'attend à ce qu'un groupe prenne la responsabilité et je pense qu'il faut comprendre que c'est une infrastructure sociétale partagée. Là. Il y a cet élément de partage qui est très important. Peu importe la table à laquelle on prend des décisions, il faut qu'il y ait les bonnes personnes, des physiciens, des patients, des médecins plutôt, des cliniciens, les gens de la technologie, les experts en confidentialité et aussi des experts en communication doivent être présents. Et tout le monde à la table doit faire de l'introspection. Assurez-vous de ne pas représenter quelque chose dans un domaine où vous n'êtes pas expert. Ces gens pensent qu'ils sont des experts dans tous les domaines et ce n'est pas le cas. Alors, il faut écouter les autres. Il faut toujours écouter les autres. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est une responsabilité collective. C'est gros. Il n'y a pas qu'une seule organisation qui est placée pour tout faire. Je pense qu'il est important que nous travaillions ensemble en collaboration de façon coordonnée, mais comme Mohamed l'a décrit, il y aura des rôles différents à jouer à travers le Canada sur le plan provincial, que les outils numériques soient associés à leur stratégie. Et il y a aussi un rôle de permettre les choses sur la ligne de front, gestion de changement, la confiance avec les médecins, etc., avant d'en arriver à les prestations. Donc, ce n'est pas qu'une entité unique et qui est responsable. Ensemble, nous devons nous serrer les coudes et jouer notre rôle. Alors, vous m'avez remis à ma place. Et bon, vous avez bien fait parce que c'est vrai que c'est une question piège. Alors, je vais ajouter une autre question. Disposons-nous
un problème de politique et de modèle d'affaires, plus que d'un problème sur le plan technologie. Et les fournisseurs sont tous indépendants, des petites entreprises indépendantes. Par exemple, quand vous tentez de régler le flux de travail, eh bien, chaque pharmacie, chaque laboratoire, chaque hôpital crée ses flux de travail parce qu'il n'y a pas de standard, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'anarchie, c'est la mêlée. Est-ce que c'est un problème de politique et de modèle d'affaires, peut-être, qui est encore plus grave? Bon, je vais commencer, si vous me le permettez, avec les recommandations. Alors, nous avions une recommandation. La technologie existe en Ontario et ailleurs au Canada depuis fort longtemps. Ce n'est pas le pire parti. Mais dans le cadre de ce programme, il y avait 60 des médecins de famille qui adoptaient notre programme de recommandation, mais seulement très petite quantité de spécialistes. Il a fallu se pencher sur la question. Ce n'est pas vraiment un problème des technologies, c'est un problème de politique. Et il nous a fallu voir quels sont les leviers dont nous disposions du point de vue des politiques pour que nos hôpitaux embarquent les cliniques, les spécialistes en déambulatoire, etc. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Oui, il y a quelques aspects d'intégration, mais beaucoup à voir avec la politique. Les médecins de famille, et je travaille là-dessus, ils disent, vous donnez tous ces accords de partage de données que je ne comprends pas, cette responsabilité me revient, je ne veux pas cette responsabilité. Ça aussi, c'est une question de politique. Comment la question de la confidentialité, les données, le partage de données, comment se pencher sur la question de façon différente, surtout pour les soins primaires, parce que ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un médecin de famille passe à travers toutes ces questions juridiques sur le coin d'une table alors qu'on veut qu'ils s'occupent de leurs patients. Alors, voilà. Ce n'est pas des grandes nouvelles que je vous annonce, mais c'est toujours beaucoup de choses en même temps. Eh bien, permettez-moi de renchérir. Ce que vous dites, la politique, le modèle d'entreprise, et quand on applique cela sous l'angle de la lentille du prestataire, qu'est-ce qui les motive, les anime? Ils ont un travail à faire. Et ce n'est pas un travail facile d'ailleurs. Alors, lorsqu'il y a des difficultés qui touchent les courtes durées, par exemple, ça peut être très utile de partager des données, d'introduire des nouveaux flux de tâches, mais cela ne crée pas de valeur pour le médecin de famille. Alors, est-ce quelque chose qu'on peut faire pour épargner du temps aux médecins de famille? Parce que là, c'est un incitatif, ou alors est-ce qu'il y a une incitation financière, quelque chose qui donne de la valeur au médecin de famille? Il a déjà un travail difficile. C'est lui qui organise tous les soins du patient. Il doit s'y retrouver dans le système de soins de santé. Et conséquemment, souvent, ces programmes, lorsqu'on essaie de faire des choses à l'échelle nationale ou provinciale, on introduit de nouvelles choses, mais on ne se concentre pas suffisamment sur les incitations pour les prestataires, surtout les omnipraticiens. Je ne saurais être plus d'accord. Bon, alors je vais poser une question parce que Edwin est vraiment emballé par l'IA. D'ailleurs, tout le monde l'est. On aurait pu appeler cette conférence le transcripteur par IA. Alors, ma question s'adresse à vous. Est-ce que l'IA va tout résoudre? Le monde sera un monde meilleur. On aura mis en service toutes sortes de transcripteurs IA. C'est le seul qui a IA dans son titre, alors pourquoi ne pas lui poser la question? Très bien. À vous, Niraj. Eh bien, je pense que l'IA pourrait nous propulser en avant. Nous avons vécu un statu quo depuis assez longtemps. Oui, il y a une petite création de valeur, des avantages pour les patients et les prestataires, mais pour être bien honnête, on parle de cela depuis combien de temps? L'interopérabilité, ça fait longtemps, des décennies. Alors peut-être qu'il se produit quelque chose de différent pour le moment, ce qui nous permettra d'être propulsés en avant. Et deux ou trois choses qui nous donnent espoir, peut-être pas dans tout, mais pour beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés les services de santé, c'est que maintenant, l'IA est conçue pour créer une valeur directe pour la partie prenante. Ce n'est plus une solution qui s'en tient à des prévisions nébuleuses. Les solutions
solutions que nous observons sont beaucoup plus tactiques, pratiques et vous permettent de résoudre des problèmes concrets et actuels. L'autre chose, c'est que la mise en œuvre de ces solutions d'IA est beaucoup plus courte. Il ne faut plus que quelques jours. Alors, la création de la valeur se fait rapidement, ce qui crée un effet tremplin. Nous sommes à cette ère, c'est-à-dire qu'il faut tirer parti de cette technologie. Cette technologie crée un engouement et il faut en profiter. Il faut quantifier la valeur pour que les investissements soient logiques. Il faut essayer ces solutions pour véritablement faire une différence. Si vous me permettez de renchérir, il y a eu un essai randomisé qui a été publié récemment. Un coach d'IA pour les patients prédiabétiques a été comparé à un coach humain. Sur une période de 12 ans, on a regardé le risque d'avoir le diabète et ce n'était pas inférieur au coach humain. Alors, le coach robot était aussi bon que le coach humain. Alors, je pense que nous avons l'occasion de définir un assistant pour les patients, un assistant pour les médecins et un assistant pour le personnel. Tous appuyer sur l'IA qui permettra d'accélérer les tâches. Alors, je suis d'accord, on a beaucoup d'éléments fondamentaux. Le programme de transcripteur était une excellente mise à l'essai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les cliniciens? Quelle est la valeur? C'est pour ça qu'il nous faut de bons indices clés de rendement. Mais appuyons-nous sur le transcripteur pour passer au cran supérieur. Comment peut-on maintenant soutenir le personnel de la réception? Comme Bill Gates le dit, on surestime toujours les changements que l'on peut faire dans 2 ans, on sous-estime ce qu'on peut faire dans 10 ans. On chemine, alors faisons fond sur les acquis et je pense que ça transformera certaines parties des soins. Oui, et c'est également très important de réaliser qu'on ne peut pas mettre de côté le travail que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de politiques, de partage de données, de cadres de confiance et de normes pour les ensembles de données. L'IA doit chevaucher tout cela pour accélérer la cadence, n'est-ce pas? Très, très rapidement, si vous permettez. Je rebondis sur ce que disait Niraj. L'IA a permis de perturber le statu quo. Ça présente des occasions formidables, mais permettez-moi de revenir à ce mot confiance. Au final, c'est ça qui compte. Comment allons-nous tirer parti des possibilités? Nous avons entendu que parfois, il y a la politique, il y a les cloisonnements qui nous freinent. Et donc, je pense qu'il faut réaliser la valeur en se concentrant sur la confiance. Dans les évaluations de transcripteurs par IA, dans les premières évaluations que j'ai faites, j'ai constaté que les patients disaient « Je fais confiance à ce transcripteur par IA parce que mon médecin de famille s'en sert et j'ai confiance en mon médecin de famille. » Et ça, c'est responsable. Alors, comment, et c'est une responsabilité énorme pour les cliniciens, comment collectivement travailler pour faire en sorte qu'on fasse les choses de manière responsable, qu'on travaille ensemble, de sorte que le patient et le clinicien puissent maintenir leur lien de confiance. Si le médecin dit cette technologie est digne de confiance, que le patient ne regrette pas de le croire. Je suis d'accord. Mais sur la thématique du statu quo, quand je pense à tout ça, le principe directeur, c'est que le statu quo contribue au préjudice pour les patients. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou non? C'est ça, en fait, la base. C'est la lentille qu'il faut appliquer. Parce que même dans ma clinique, il y a des questions politiques. Hein. Je pense qu'il faut penser au préjudice du patient avant tout. Ça permet de tracer la voie. Bon, on a le temps de prendre une question du public, une seule question. Myriam, oui, j'aimerais qu'on aborde une autre dimension, à savoir l'habilité et la participation du patient aux soins connectés. Maintenant que le transcripteur par IA a une place importante dans vos pratiques, pourquoi ne pourrait-on pas élargir cela pour obtenir
les résultats du transcripteur par IA entre les mains du patient pour que l'on puisse automatiser certaines choses qui ne sont pas faciles. C'est-à-dire que le patient pourrait prendre connaissance de ce qui se trouve dans son dossier de santé électronique grâce au portail. Alors pourquoi ne pas tirer parti du transcripteur par IA pour le patient? Alors aller un peu plus loin, partager la même information, évidemment. C'est une excellente observation. Alors moi, je le fais déjà dans ma pratique. Lorsque j'ai une rencontre avec un patient, j'envoie toujours un résumé au patient. Et c'est formidable. Ensuite, il y a des échanges. Le patient me corrige parfois. Il me dit non, ça, c'est pas vrai. Vous devez corriger. Alors, ça a été un excellent moyen d'avoir un dialogue. Nous savons, lorsqu'on parle avec un patient, qu'il n'a qu'une fraction de l'information. Comment peut-il tout retenir, ce qu'on a dit d'ailleurs, les médecins ne sont pas les meilleurs communicateurs, on le sait déjà. En plus, le patient est dans un état affectif qui n'est pas propice à l'absorption de cette information. Et ensuite, le patient doit partager cette information avec d'autres prestataires. Alors, le patient peut se servir de cette information, il peut se servir de son propre quotidien. Il peut dire, bon, qu'est-ce que je devrais faire à partir de maintenant? Alors oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, on a vu une boucle de renforcement virtueuse. On améliore la confiance des patients. Les patients, s'ils ont confiance dans le produit, cela crée une boucle vertueuse, c'est-à-dire que le médecin veut l'adopter parce que le patient a confiance en cette technologie qui a d'abord été présentée par le médecin. Alors, on parle de soins centrés sur le patient, vous en avez parlé, pourtant, nous en faisons trop peu. Et donc, c'est peut-être un peu galvaudé que de dire que on doit s'écarter des connexions entre systèmes pour les prestataires pour que ce soit davantage à l'avantage des patients. Comment casser ce statu quo, si vous voulez? Alors, je pense qu'il nous faut contester ces questions encore davantage. Les solutions, par exemple, je viens de voir un transcripteur par IA pour un fournisseur qui nous permettra de faire précisément ce genre de choses. Eh bien, ce panel ne fait que commencer, mais pourtant, le temps est écoulé. Ah, Elisabeth, vous avez une question? Il faut quand même entendre la question d'Elisabeth. Bon, sautons le déjeuner pour entendre Elisabeth. Parler de 6,5 millions ou 5,5 millions de Canadiens qui sont des patients orphelins, je vais expliquer la différence. Le gouvernement se sert des données de Statistique Canada. Le CIS fait pareil, mais se sert d'un sondage, une enquête qui suit l'accès à un prestataire régulier. Alors, un Canadien peut interpréter les choses différemment. Ça peut être, par exemple, un physiothérapeute, ça peut être un spécialiste, ça peut être une clinique sans rendez-vous, où il se rend régulièrement. Alors que les 6,5 millions, ça vient de l'excellent travail réalisé par nos organisations et ça concerne les soins primaires. Et au final, c'est des millions de Canadiens qui sont sans prestataire de soins primaires. Je voulais simplement expliquer la différence. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais le gros défi, c'est plutôt de déterminer si les gens obtiennent les soins dont ils ont besoin. Si on n'a pas les données ou les chiffres pour savoir quels sont nos résultats comme soins de santé, on peut avoir cette conversation pendant le déjeuner, peut-être, Elisabeth, parce que nous n'avons plus de temps. Merci à tous et toutes. Merci pour votre attention.